D'après les statistiques, la plupart d'entre vous dans ce théâtre ce soir vit dans ce que l'on appelle une ville. Et vous n'êtes pas les seuls. Un habitant sur deux dans le monde aujourd'hui vit dans une ville. Et c'est normal parce qu'il y a énormément d'avantages à vivre dans les villes. Les villes sont avant tout les moteurs de la croissance économique et de la productivité. C'est en ville qu'on trouve l'essentiel des entreprises, des travailleurs, des marchandises, des services et de l'innovation. Et c'est cette concentration spatiale, cette proximité physique des travailleurs et des entreprises qui crée ce que les économistes appellent les effets d'agglomération et qui font des villes des moteurs de la productivité. Alors évidemment, il y a de grandes différences d'un pays à l'autre dans la façon dont on définit une ville. Nous sommes ici à Tours, une métropole d'à peu près 300 000 habitants. En France, on sait qu'on est dans une ville à partir de 2000 habitants, mais en Norvège, par exemple, c'est au moins 200 habitants, alors qu'en Chine, le seuil est de 100 000. Ce qui est certain, c'est qu'au cours des 50 dernières années, la population urbaine au niveau mondial a plus que doublé. Elle est passée de 1,5 milliard habitants en 1970 à plus de 3,5 milliards habitants en 2015, avec des projections à 5 milliards à l'horizon 2050. Et cette urbanisation, dans la plupart des cas, elle s'est accompagnée d'un développement économique de nos différents pays, même si parfois elle a aussi créé des inégalités. Et c'est pour cela que j'imagine que la plupart d'entre vous s'est aussi déjà posé la question de savoir si vous aviez fait le bon choix en vous installant en ville, ou si vous ne seriez pas mieux, et peut-être un peu plus ces derniers mois, à la campagne. D'ailleurs, beaucoup d'annonces de sites immobiliers montrent que les demandes de maisons individuelles ont fait un bond de 20 points à l'issue du confinement par rapport à la même période l'année dernière. Et c'est tout à fait normal de se demander si on a fait le bon choix, parce qu'en réalité, on sait que les villes ont aussi leur lot de problèmes. On sait par exemple que plus une ville est grande, plus elle est source d'inégalités et de ségrégation spatiale. Saviez-vous que dans des villes comme Londres ou Baltimore, vous pouvez avoir jusque 20 ans d'écart en espérance de vie en fonction de votre code postal ou de votre station de métro? On l'a vu récemment avec la Covid-19, les conditions de vie précaires, les logements exigus, insalubres, ont contribué à accélérer la propagation de l'épidémie. Au point qu'à New York, par exemple, il y a eu beaucoup plus de morts dans le Bronx qu'à Manhattan, pourtant plus dense. Sur un plan environnemental, on sait aussi que les villes consomment les 2/3 de l'énergie, produisent plus de 50% des déchets et émettent à elles seules 80% des gaz à effet de serre. Saviez-vous par exemple qu'un habitant de Tokyo, à lui seul, en un an, émet plus de CO2 qu'une Twingo qui fait 4 fois le tour de la Terre? Alors si l'on ajoute à cela les embouteillages, l'insécurité et la flambée des prix de l'immobilier, il est tout à fait normal de se demander aujourd'hui si vivre en ville reste attractif. Moi, je pense que les villes ne vont pas disparaître, parce qu'elles sont essentielles au développement de l'humanité. Et qu'en réalité, la vraie question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut les faire évoluer pour qu'elles deviennent encore plus attractives et pour que l'on y vive par choix, parce qu'on estime y avoir une meilleure qualité de vie, plutôt que par nécessité, parce qu'on doit y travailler. Et à l'OCDE, depuis plusieurs années déjà, on réfléchit à la façon dont il faut repenser la ville de demain pour qu'elle soit connectée et pour qu'il fasse bon y vivre pour tous, tout simplement. Et repenser la ville de demain, c'est aussi nous aider à transformer le monde grâce aux villes, et notamment faire face à ces grandes transformations de la société que sont le changement climatique, la numérisation et la mondialisation. Et donc, dans cette réflexion à l'OCDE, on se pose des questions très concrètes. Par exemple, que vont devenir nos grandes métropoles à l'ère du télétravail et comment est-ce qu'on va répondre
aux besoins croissants des citadins en quête de nature et de calme. Par où je passe, en vélo, à pied, pour aller au travail, pour aller au resto, pour aller au théâtre, quand les transports en commun sont bondés et que la voiture individuelle est décriée. Comment est-ce que je change mes habitudes de consommation et en réalité mes habitudes tout court pour minimiser mon empreinte environnementale parce que je sais qu'il n'y a pas de planète B? Ce soir, j'aimerais vous proposer 3 solutions pour répondre à ces questions et bien d'autres et pour repenser la ville de demain. D'abord le numérique, ensuite l'accessibilité et enfin l'échelonnement ou plutôt le rééchelonnement de nos activités. D'abord le numérique, ou la plus grande opportunité de repenser nos villes en réalité depuis l'avènement de la voiture individuelle. Et j'aimerais commencer par la grande expérience que beaucoup d'entre vous ont probablement vécue ces derniers mois, le télétravail. On a vu avec cette crise comment, dans un délai très court, quand c'était possible, depuis la petite PME jusqu'à la grande multinationale, on avait réussi à réorganiser nos activités avec beaucoup d'agilité et beaucoup de facilité. Et on a fait en réalité en 6 mois, ce qui dans un autre contexte nous aurait peut-être pris 10 ans. Et il s'agit d'aller plus loin parce que le numérique et le télétravail, ça n'est pas une menace dans nos grandes métropoles, c'est une opportunité. Une opportunité de minimiser la pression sur les transports en commun, de réduire la pression sur le foncier et de minimiser aussi la pression sur les ressources naturelles. Alors pour cela, il faut évidemment que le développement de l'Internet soit au rendez-vous. En gros, en France, on aura mis 50 ans à donner de l'électricité à tout le monde. Il s'agit là d'aller beaucoup plus vite. Mais au-delà de l'infrastructure numérique, il va falloir repenser nos institutions. La façon dont on mesure la productivité, la façon dont on conçoit la hiérarchie, le management, les heures de travail, parfois notre arsenal juridique et même notre code du travail. Et puis, il faut garder en tête aussi que tout le monde ne peut pas télétravailler. Les indicateurs qu'on a produits à l'OCDE montrent qu'en France, en gros, 40% de l'emploi s'y prête. Mais vous avez des disparités très fortes entre une région comme l'Île-de-France, où un emploi sur 2 est sujet au télétravail, et une région comme Centre-Val-de-Loire, par exemple, où on est plus proche de 38%. Donc le télétravail, quand c'est possible et où c'est possible, doit se développer. Mais évidemment, le numérique dans la ville, ça n'est pas juste le télétravail. C'est toute une série d'avancées technologiques, numériques, qui permettent non seulement d'optimiser, d'améliorer nos services urbains, mais aussi d'engager, avec des applications mobiles, en plus de ces capteurs intelligents, d'engager les citoyens dans les affaires de la cité au quotidien. Et il est intéressant de voir, par exemple, comment une ville comme Angers vient d'entamer un gigantesque chantier technologique qui va lui permettre, de façon automatique, d'arroser ses jardins, d'éclairer ses rues, de traquer les fuites dans les canalisations, de fluidifier le trafic, de suivre en temps réel ses bennes à ordures, le tout en réduisant sa facture énergétique des 2/3. Donc le numérique, c'est une façon d'optimiser nos services, leur qualité et leur accès, ce qui m'amène à la deuxième solution. L'accessibilité. La ville de demain doit fournir à tous ses habitants, dans un rayon immédiat, toutes les conditions qui sont au cœur de notre bien-être. C'est évidemment le travail, mais aussi le logement, la santé, l'éducation, la culture, les loisirs, l'accès à la nature, les transports et ainsi de suite. Et on a vu récemment des concepts avoir le vent en poupe ou refaire surface parfois, comme celui de la ville du quart d'heure, qui reflète assez bien cette idée d'accessibilité. Mais il ne s'agit pas de créer ou recréer des micro-polarités un peu désagrégées les unes des autres, déconnectées de leur environnement immédiat et lointain, qui peuvent à leur tour devenir une source d'inégalité. Lorsque l'on pense à l'accessibilité, très souvent, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est la mobilité. Comment je vais me déplacer d'un point A à un point B pour avoir accès à tous ces services? Et il faut saluer à ce titre la prolifération de ce que l'on a appelé les coronapistes dernièrement,
Vous allez chercher votre baguette et vous découvrez une piste cyclable en bas de chez vous, ce qui, au passage, montre à quel point les villes sont capables d'innover, de créer dans l'urgence, sans avoir nécessairement à entrer dans des schémas de planification plus longs ou plus sophistiqués. Et ces coronapistes, ces pistes cyclables, sont une bonne chose, puisqu'on sait qu'on doit prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris que l'on a signé. Et qu'on sait aussi que la voiture individuelle dans les centres-villes des grandes agglomérations doit a priori devenir plutôt l'exception que la règle. Plutôt que l'exception que la règle, parce qu'en réalité, la voiture sur ces territoires est à l'arrêt 80% du temps. Et que 50% de l'espace urbain est lié de près ou de loin à la voiture. C'est évidemment les routes, les parkings, la signalisation qui rogne sur les trottoirs. Et donc, penser l'accessibilité, c'est penser des alternatives crédibles à la voiture individuelle. Et là, il faut quand même dire que le vélo, la marche et la trottinette, ce ne sont pas nécessairement des moyens de locomotion accessibles à tous, notamment les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, et puis les personnes qui habitent en dehors de ces centres-villes. J'ai moi-même vécu très longtemps dans une ville qui s'appelle Pontoise, dans la banlieue nord-ouest de Paris, à 40 km de mon université à l'époque et de mon lieu de travail aujourd'hui, et il m'était impossible d'aller travailler de l'autre côté du périphérique en vélo. Et donc, il ne faut pas masquer le vrai débat, qui est celui des transports en commun, parce que c'est les transports en commun qui permettent de connecter les grandes agglomérations aux villes périphériques, mais aussi aux zones rurales, et donc de désenclaver les territoires. On sait par exemple qu'à Bordeaux, c'est l'arrivée du tramway qui a permis de connecter les quartiers dégradés, défavorisés, aux nouveaux centres d'opportunités économiques. Et il y a des façons très intelligentes de le faire avec les citoyens. La ville de Lahti, en Finlande, a mis en place une monnaie virtuelle grâce à laquelle elle crédite le compte des citadins qui laissent leur voiture aux abords de l'entrée de la ville pour emprunter des moyens de transport plus écologiques, monnaie virtuelle avec laquelle ils peuvent ensuite faire des choses très concrètes, comme par exemple acheter des tickets de bus ou même assister à l'équipe de hockey sur glace locale, assister au match de cette équipe de hockey sur glace locale, qui est quand même la première à s'être vantée d'être zéro carbone. Donc repenser la ville de demain et l'accessibilité, c'est aussi repenser la façon dont on vit, dont on consomme et dont on se déplace. Et ça m'amène à la troisième solution, l'échelonnement. Moi, je suis convaincue que la resynchronisation sociale de nos modes de vie, en dehors des pics traditionnels, est la solution qui va nous faire basculer dans le monde d'après. Cette idée qu'on doit revoir dans nos villes notre rapport au temps et qu'on n'est peut-être pas tous obligés de faire la même chose au même endroit, au même moment, est la solution qui peut nous permettre de repenser la ville. Est-ce qu'on est obligé de s'entasser dans des métros bondés ou dans des routes embouteillées à la même heure pour arriver au bureau à 9h le matin ? Est-ce qu'une infrastructure qui a un usage particulier à un moment de la journée, par exemple une école, un restaurant, un bar, un gymnase, ne peut pas avoir un autre usage à un autre moment de la journée en fonction des besoins ? Et puis, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces bureaux où les gens n'iront plus travailler, ou pour le moins, pas tous les jours et pas toute la journée ? En réalité, la ville, ce n'est pas juste une machine urbaine qui organise des pratiques routinières. La ville va changer si on change la façon dont on y vit, individuellement et collectivement. Et ce rapport au temps et cette forme de chrono-urbanisme, ça n'est pas quelque chose de nouveau. La ville de Rennes, par exemple, a mis, il y a 20 ans déjà, en place ce qu'elle a appelé un bureau des temps, inspiré de l'expérience italienne des années 80, où, en jouant sur l'horaire d'ouverture des crèches, ou en décalant de 15 minutes le début des cours des 8000 étudiants à la fac, ou en repensant les horaires de travail des agents d'entretien, a permis non seulement de mettre plus d'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi d'économiser des millions d'euros qu'auraient coûté, par exemple, des rames de métro supplémentaires. Moi, je pense que ces trois solutions,
l'accessibilité, le numérique et l'échelonnement peuvent nous aider à transformer le monde grâce aux villes, à 2 conditions. La première, c'est qu'on fasse de la lutte contre les inégalités une priorité. Et la deuxième, c'est que les villes de taille moyenne jouent pleinement leur rôle. La lutte contre les inégalités, parce qu'en réalité, l'inclusion, ça n'est pas une solution en soi, c'est un choix de société. Et qu'on peut avoir des villes très productives et très compétitives, mais si elles laissent de côté une partie de leur population, ça devient des bombes à retardement qui mettent en danger leur croissance future. La ville doit donc être accessible à tous ses habitants, indépendamment de leur sexe, de leur âge et de leur origine ethnique. Et pour ça, il faut les associer à la gouvernance locale. On a vu, par exemple, dans des villes comme Kitakyushu au Japon, que c'est grâce au mouvement féministe, et notamment les femmes des travailleurs dans les industries lourdes, très polluantes, que la lutte contre la pollution de l'air a commencé au point d'en faire, 40 ans plus tard, une ville verte, ou presque. Lutte contre les inégalités avec donc un potentiel pour les villes moyennes, parce qu'on sait que dans les villes moyennes, les inégalités sont moins importantes. Et qu'avec la révolution du télétravail, l'activité en dehors des grandes métropoles va se développer dans les prochaines années. Alors évidemment, il va falloir faire des choses. Remédier à la raréfaction des services publics, construire des infrastructures, attirer les entreprises, notamment à l'ère du numérique. Mieux coordonner le logement et le transport, parce qu'on sait par exemple qu'en Catalogne, c'est grâce à l'arrivée du TGV qu'on a vu l'essor d'un certain nombre de villes moyennes et de centres d'opportunités sur ces territoires. Je suis convaincue qu'en 3 ans, on peut transformer une ville, avec un savant mélange de mesures économiques, sociales, environnementales, saupoudrées d'un peu de créativité. Et je veux dire à ce sujet que les maires, les élus, ont un rôle très important à jouer et montrent très souvent beaucoup plus de créativité et d'agilité que ce que l'on peut retrouver dans l'État ou les administrations nationales. La bonne nouvelle, c'est qu'on a aujourd'hui une fenêtre de tir qui rend toutes ces mesures socialement et politiquement beaucoup plus acceptables qu'elles ne l'étaient hier. Il s'agit donc de prendre aujourd'hui les bonnes décisions pour la ville de demain, une ville choisie et non subie, une ville attractive pour les générations actuelles et les générations à venir, parce que la ville, c'est avant tout un bien commun. Merci de votre attention.